Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de ce vendredi 2 juin. Dernier hommage à l'un des piliers du service public de la radio et de la télévision de la Martinique. Eddie Edouard, décédé la semaine dernière à l'âge de 86 ans, a été inhumé aujourd'hui à Fort-de-France. 22 nouveaux pompiers professionnels rejoignent les rangs du SDIS de Martinique. Cérémonie de baptême aujourd'hui au centre d'incendie et de secours du Robert. L'île de Sainte-Lucie, intéressée par les chantiers navals de la Martinique. Une délégation gouvernementale est actuellement chez nous et s'intéresse de très près à une société du diamant qui devrait délocaliser une partie de sa production. Dans ce journal, nous irons au Palais des Congrès de Madiana pour la 16e édition du Salon de la mode et de la beauté. De quoi trouver des idées cadeaux à l'approche de la fête des mères et de la fête des pères. De la musique en fin d'édition avec le Luxe Music Festival. Le stade Pierre-Aliquer à Dillon se prépare à accueillir durant 2 jours l'événement musical. Sur scène, des artistes renommés comme le chanteur Joey Douet-Filet. Il sera notre invité. Des personnalités, mais aussi des anciens collègues de l'ORTF, FR3 Martinique et RFO sont venus rendre un dernier hommage à Eddie Edouard, l'un des premiers journalistes et présentateurs du journal télévisé sur notre antenne. L'un des souvenirs que gardent de lui ses anciens collègues, c'est surtout sa rigueur. Franck Zozor, Patrick Jean-Guiteau. On dit de lui qu'il était un monument de l'audiovisuel, la rigueur incarnée dans l'écriture de ses papiers. Pas d'excès, pas de fioriture. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, il s'appelait Eddie Edouard. Ses funérailles ont eu lieu cet après-midi à l'église de Bellevue à Fort-de-France. Il a été l'un des tout premiers présentateurs du JT à l'époque où il n'existait qu'une seule télé, en noir et blanc, époque où le pouvoir était omniprésent dans les rédactions. Pourtant, lui n'en avait cure. Eddie, il a géré de manière très calme et pleine de sang-froid, puisque Eddie avait une force tranquille qui lui permettait de gérer un peu toutes les situations qui se présentaient. Et par conséquent, il n'en a pas particulièrement souffert. Toujours à la recherche du mot juste, de la bonne expression. Il vérifiait ses informations plusieurs fois, ça tout le monde l'a dit. Il arrivait très tôt à la station pour le journal du matin, bien plus tôt que tout le monde parce que tout était carré, tout était prêt. J'ai eu la chance de travailler avec lui quand j'étais jeune journaliste. Je venais juste d'arriver à la station de Clairières et d'y présenter les journaux du matin et pendant quelques mois j'ai travaillé à ses côtés. C'est extrêmement formateur. Mais ce que tous aussi retiennent de lui, c'est sa discrétion. Malgré sa notoriété de l'époque, il ne s'exposait que très peu, refusait de se montrer, mais donnait volontiers son avis à ses jeunes confrères et à ses amis. Lui qui était un amoureux d'opéra, il avait un temps animé une émission à la radio FR3 Martinique, une émission de musique classique. C'est un monument pour moi, donc j'étais très timide, très intimidée par sa personnalité quand je suis rentrée. Donc à l'époque c'était l'ORTF, parce que j'ai connu l'ORTF. Et effectivement, c'était un homme intègre, un homme d'une gentillesse, mais de respect. En fait, c'est le trait de caractère que je retiens beaucoup de lui. Ses recommandations, ses conseils m'ont été vraiment d'une grande importance, car pour moi, il n'était pas un exemple, il était d'abord une référence. Et Eddie Edouard, c'était pour la Martinique et pour toute sa génération, non seulement une voix, mais une qualité. Il était aussi amoureux fou d'aviation. Il avait passé ses licences pour être pilote et avait finalement opté pour le journalisme. Il a d'ailleurs fait partie de ce club très fermé des aviateurs martiniquais. Le voici, sa dernière image à la télévision. C'était en décembre 2022. Voilà pour ce dernier hommage à Eddie Edouard, monument de la télévision. Ce vendredi est également marqué par cet incendie survenu aux environs de 5 heures ce matin au bourg de Sainte-Luce. Le T Sainte-Luce, restaurant situé au bord de mer, non loin du marché, a été entièrement détruit par le feu. Les pompiers ont réussi à éviter la propagation des flammes aux habitations situées à proximité. Aucune victime n'est à déplorer. Les précisions du capitaine Émilien Félicité sont recueillies par Thierry Socon. À l'arrivée des premiers engins, on a constaté que c'est un bâtiment R+1. Oui, je l'ai écrit. À étage. Le restaurant, il y a un restaurant chaussé, puis il y a l'étage. Et à notre arrivée, le bas était déjà complètement emboisé.
Donc nous, on a pu, parce avec propagation dans toutes les maisons avoisinantes. Nous, on a pu stopper la propagation. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est, première difficulté, on a une maison complètement fermée, ça parce qu'il y avait du monde dedans ou pas. Deuxième difficulté, on a une banque, pareil, de l'autre côté, qui est complètement fermée. Donc pour nous, c'était d'abord pour la banque, on a supposé qu'il n'y a personne. Mais pour la maison là, on a pu ouvrir, donc il n'y a personne, il n'y a que des dégâts matériels. Les pompiers, justement, voient leurs effectifs grossir. Le STIS de Martinique accueille 22 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels. Ce matin, au centre d'incendie et de secours du Robert, s'est tenue leur cérémonie de baptême en présence de nombreux officiels. Une cérémonie solennelle qui vient clôturer 3 mois de formation. Sangafagour, Patrice Châteaudégat. Sur les notes de la Marseillaise, le drapeau bleu-blanc-rouge avec les inscriptions courage et dévouement est présenté. L'instant est solennel, les mines sont graves. Jusqu'à la remise des casques, où les désormais anciens stagiaires laissent apparaître leur joie. Je suis vraiment satisfaite et contente, puisque c'était vraiment pas facile. C'était quand même un concours national, donc je pense qu'on s'est tous donnés à fond pour pouvoir réussir. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que comme vous pouvez le voir, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde est fier de soi. Et moi, c'est ce que je ressens maintenant. Je suis vraiment fière de moi, de mon parcours. Eh bien, on est tous heureux d'être là, on est tous heureux d'avoir réussi. On a passé une bonne formation aussi et on a eu une bonne cohésion. La promotion en self-flamme, 22 sapeurs-pompiers dont 15 caporales, baptisés au terme d'une formation de 3 mois. C'était long, c'était fatigant, fastidieux, mais on a réussi à tenir. Ça a été une volonté pour moi de servir la Martinique principalement. Nous sommes une petite île, on a besoin de se serrer les coudes et pour moi c'est très important d'être ici et de pouvoir aider tout un chacun sur le territoire. En moins de 2 ans, ce ne sont pas moins de 45 soldats du feu qui ont été recrutés. Donc il y a eu une première vague de recrutement en 2022, dernière vague en 2023 et ça va se poursuivre dans les années qui viennent pour garder un corps suffisamment étoffé pour à la fois permettre de répondre de bonnes conditions à nos missions, mais aussi garantir les conditions de travail les meilleures à nos personnels, parce que les sollicitations sont très fortes. Les nouvelles recrues viendront renforcer les quelques 270 sapeurs-pompiers professionnels de Martinique, qui, avec les volontaires, réalisent chaque année près de 30 000 interventions. L'auteur présumé de l'homicide à l'arme blanche commis mardi au quartier Langelier-Bellevue a été placé hier soir en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos. L'homme âgé d'une trentaine d'années était connu des services de police. Un article est à lire sur notre site internet martinique.lapremière.fr. L'actualité, c'est aussi la remise de la première clé sur une 50aine de logements à venir. Cette remise a été faite ce matin par le président d'Action Logement Group au président de la CTM. Il s'agit d'un appartement de type T2 situé à la rue François Rustal à Redoute. Une initiative commune à destination de jeunes Martiniquais de retour au pays avec un bagage professionnel. Une façon de permettre à celles et ceux qui reviennent chez eux de pouvoir se loger en toute quiétude. Quelques réactions recueillies par Patrick Jean-Guitou. Le fait de remettre les clés aujourd'hui au président Letchimy montre également cette capacité que l'on peut avoir en France lorsque la collectivité locale, la collectivité régionale dans le cas présent, puisse discuter avec des opérateurs qui ont capacité à faire. Serge Letchimy est un homme d'action qui aime le concret. Moi également, le groupe Action Logement gère le lien emploi-logement depuis 70 ans. C'est un geste assez exceptionnel que Action Logement et Ozanam, bien sûr, puisque tout c'est lié, et nous permettent d'atteindre cet objectif avec une possibilité de donner à celui qui revient ou à celui qui veut rester dans son pays la possibilité d'être relogé, d'être logé pendant 3 mois. Et pour pouvoir prendre son activité, lancer son activité, créer son activité ou travailler tout court. C'est pour nous fondamental et c'est un acte de plus et ça nous permettra d'accueillir les familles sans enfants, les familles avec enfants. Et quand il y a plusieurs enfants, 2, 3 enfants, nous souhaitons donner une prime à la famille, un soutien financier parce que le RONI 4 tiers mailles à gérer, c'est pas le RONI entier maille à gérer.
Nos chantiers navals intéressent Sainte-Lucie. Une délégation gouvernementale est en visite ce week-end à l'occasion du boat show de Fort-de-France. Chez nos voisins, la flotte de pêche est vieillissante et Castries est en discussion avec les propriétaires d'un chantier naval du Diamant, une société qui devrait d'ici 1 an délocaliser une partie de sa production. Delphine Bess, Aurélie Treuil. Depuis 1974, ce chantier naval a fourni la majeure partie des bateaux de pêche aujourd'hui en opération à Sainte-Lucie. Mais la flottille est ancienne et le gouvernement veut soutenir son renouvellement, mais aussi faciliter l'équipement des jeunes en voie d'installation. La meilleure option est donc d'inviter cette entreprise à délocaliser une partie de sa production à Castries. Si les bateaux sont construits à Sainte-Lucie, cela reviendra beaucoup moins cher et les délais seront moins longs que si nous les faisons venir de Martinique. Alors nous sommes très heureux de pouvoir venir ici, prospecter et voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Nos pêcheurs contribuent énormément à notre sécurité alimentaire et au gouvernement, nous faisons de notre mieux pour les assister. Les coques en matériaux composites sont la spécialité de l'entreprise. La résine, autrefois posée directement dans les moules au rouleau, est désormais coulée sous vide avec la fibre de verre. Comme vous voyez, c'est très rapide. Mais il y a de la préparation et il faut absolument tout bien préparer. La technique est beaucoup plus scientifique. Il y a une économie conséquente en termes de consommation de résine, pratiquement 2 fois moins. C'est vrai qu'à la main, il faut poser le tissu, il faut l'imprégner, il faut faire attention que le tissu ne sèche pas, il faut aller vite, donc la qualité en pâtit, et on consomme beaucoup de résine. Et quand on a beaucoup de résine dans un laminé, dans un composite, les propriétés mécaniques sont moindres. Pour la pêche, ces coques sont encore plus légères, solides, faciles à manœuvrer et durables. Ce pêcheur a sa yole depuis 1997. J'ai 26 ans un bateau de 26 ans, bon, ça tient toujours. Bon, il y a des machines, des réparations à faire, mais ça tient toujours. Alors je pense que c'est 40 ans, 50 ans, je pense que c'est bon. Hein. Pour construire ses yeules à Castries, le chantier naval, il fabriquera ses propres moules, comme ce tout nouveau 24 pieds, tout juste redessiné. On a une carène qui est dite planante, donc on a très peu de frottement avec la mer, ce qui permet de ne pas ralentir le bateau avec une très faible motorisation. Donc c'est un bateau qui va être très économique en carburant et aussi qui va nécessiter très peu de puissance pour son déplacement. Donc après, on fait l'aménagement pour les pêcheurs vraiment en fonction de ce qu'ils ont besoin pour leur type de pêche. En Martinique, l'entreprise produit une dizaine de yeules par an. À Sainte-Lucie, le marché est encore plus prometteur, avec 400 pêcheurs et des activités touristiques en mer en plein développement actuellement. La Dominique est l'un des pays de la CARICOM qui accueille à bras ouverts ses frères et sœurs haïtiens. Elle offre permis de travail et statut de résident, mais le chef du gouvernement s'inquiète des effets de l'immigration clandestine. Des ressortissants haïtiens en provenance de la Dominique sont régulièrement interceptés dans les îles voisines. Une situation à risque pour son pays, a estimé hier Roosevelt Skerritts lors d'une conférence de presse. Regardez. Nous avons un défi, non pas avec ceux qui viennent ici, mais avec ceux qui partent illégalement. Chaque fois qu'un bateau est intercepté, que ce soit à Saint-Kitts, à Sainte-Martine, à Saint-Thomas ou dans les territoires français, cela exerce une pression diplomatique sur la Dominique. En fait, il y a quelques années, nous avons presque perdu notre accès sans visa en Guadeloupe et en Martinique à cause de cette situation. Et j'ai dû me rendre à Paris et en Guadeloupe pour parler avec le gouvernement français, pour les dissuader de prendre cette mesure. Et Dieu merci, ils ont été d'accord avec moi. Ils n'ont pas imposé de restrictions de visa aux Dominicains. Ce que nous voyons parfois se produire, c'est que les ressortissants haïtiens, même s'ils ont un permis de travail, un statut de résident ou la citoyenneté, lorsqu'ils partent notamment vers les territoires français, et je partage ceci avec le public afin qu'ils comprennent la problématique du gouvernement, eh bien ils détruisent les documents. Donc si vous atterrissez en Guadeloupe ou en Martinique, qui fait partie de l'Union européenne et de la République française, et que vous faites une demande d'asile,
Les autorités françaises sont obligées de prendre en considération. C'est donc le problème que nous avons. Aujourd'hui, vous voyez un Haïtien sur l'île, le lendemain matin, il a quitté la Dominique. Allez, partons maintenant en Guadeloupe où, comme chez nous, de plus en plus de familles prennent soin de leurs aînés. Exemple avec Raphaël Lanclume. À 103 ans, elle vit encore à son domicile grâce à la mobilisation de ses proches et bénéficie de services à la personne pour compenser sa perte d'autonomie. Michael Bastide et Ronnie Maliti. Comment ça va? Moi, je suis là, douce et amour avec mes enfants. Ceux qui ne veulent pas m'écouter, tant pis pour eux. Ceux qui veulent m'écouter, je fais le signe de la croix comme ceux-là. Et je dis merci, mon Dieu. Raphaël Lanclume, âgé de 103 ans, est mère de 14 enfants. 8 garçons et 6 filles, parmi lesquels Marie, 64 ans, Amélie l'aînée, 82 ans, et Molina, 71 ans. Aïe, 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 aïe. La mobilisation de la fratrie permet à la doyenne de vivre à son domicile à Petit-Bourg et de bénéficier des soins et de l'attention dont elle a besoin. De tout corps et de toute âme, je demande à Dieu de me donner, s'il vous plaît, le droit de faire ce que je dois faire. Fervente croyante, la marchande vendait ses fruits et légumes sur le marché des quais à Pointe-à-Pitre et a gagné sa vie aux côtés de son mari Amédée grâce au travail de la terre. Ça, bon Dieu, moi, il a fait tout ça, été bon, moi. À des cas plus donnés, il y a des cas bons. Et à t'aimer, à partager. Dis ça là, attention à ça là. Ou bien ne pas faire l'autre. Bon, si on a habitant qui dit qu'à prendre un cabaye, la dit bah petit taille. Alors on dit qu'il faut un petit partage. On va des cas partager puisqu'il faut qu'à témoin, mais des cas faire lit. Une vie de partage et de rigueur qu'elle transmet à ses proches, l'arrière-grand-mère n'est pas avare de compliments et de conseils. Sabina a des belles petits yeux. Il me regarde, il me voit. Respecter la vie sur la terre. Un petit chrétien comme ça, petit timon comme ça, il va garder moi tout seul. Et au domino, Raphaël n'est pas du genre à passer son tour. Attendez, ne va pas trop vite. Vite bien, et là, c'est deux. De la chanson à la danse, il n'y a qu'un pas à franchir. Raphaël Lanclume est heureuse de vivre chez elle. Son grand âge lui permet d'apprécier pleinement chaque instant de sa vie à la campagne. Merci, bon Dieu. Merci, bon Dieu. Merci, merci, merci. Voilà pour la joie de vivre de Raphaël Lanclume, 103 ans. Retour chez nous avec la 16e édition du Salon de la mode et de la beauté qui se tient jusqu'à demain au Palais des Congrès de Madiana. L'occasion pour certains de trouver des idées cadeaux originales à l'approche de la fête des mères et de la fête des pères. Focus avec Irène Emonide et Guillaume Fressinet. Ici, la beauté est partout et sur tous les visages. À 2 jours de la fête des mères, les idées cadeaux ne manquent pas. Et ce sont bien des mamans qui occupent à plus de 90% les stands, avec un travail artisanal notamment. Des soins, des vêtements, des conseils, des bijoux et des hommes, des fils qui aujourd'hui parlent de leur maman sans complexe. C'est tout pour moi, alors là, c'est vraiment tout. C'est vraiment, les tout pour moi. Je sais, c'est-à-dire, je ne saurais pas vous dire, madame, mais c'est vraiment... Non, on fait beaucoup de choses avec elle, ça j'avoue. Son caractère, qui elle est? Ah non, elle est cool, ma mère. Elle est vraiment, c'est l'une des meilleures. J'ai beaucoup de choses de la voir. Aujourd'hui, j'ai emmené maman pour qu'elle puisse choisir son cadeau elle-même, de voir ce qu'elle veut, si c'est une séance de massage, de relaxation, parce que la femme en a besoin. Comme on dit, c'est le poteau mi-temps de la maison. Il faut qu'au moins que ce jour-là, elle puisse profiter. Une vingtaine de professionnels est ainsi réunie jusqu'à demain soir au Palais des Congrès. Et selon un récent sondage, plus de 80% des enfants achètent un cadeau. La fête des mères en Martinique, une véritable institution.
C'est la démonstration de l'amour qu'on porte pour sa maman, voilà, avant tout. Et même si c'est la fête des mères tous les jours, normalement. Hein. Mais bon, c'est une façon de montrer à nouveau à sa maman à quel point on l'aime. C'est un cadeau quotidien, puisque ma mère, c'est celle qui m'a élevé et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ma compagne, c'est celle qui m'accompagne au quotidien. Et ma petite fille, c'est celle que je vais élever jour après jour. Un événement à ne pas rater quand on est commerçant, entre 20 à 30% du chiffre d'affaires annuel, parfois plus. Cette année, la fête des mères se présente sous les meilleurs auspices, comme avant la pandémie. Dès demain et ce durant tout le week-end, le stade Pierre-Aliker à Dillon ouvre ses portes pour The Lux Music Festival. 2 jours de concerts assurés par de nombreux artistes et DJ renommés. Le chanteur Kalash est notamment attendu pour cette première édition. Les organisateurs ont vu les choses en grand, comme l'explique Vanessa Paravant, l'une des organisatrices à Sangay Fagour, et Patrice Châteaudega. On a essayé de faire en sorte de prendre les artistes qui sont très écoutés, les artistes du moment, très écoutés, qui plaisent aux jeunes comme aux moins jeunes. On a également donc Kalash qui sera présent, Kim, Nestlé, Marginal, Mata. Je peux vous en citer plein d'autres. Les DJ, pareil, il y en a beaucoup pour pouvoir mettre les transitions également. Donc logiquement, chaque festivalier devrait vraiment, on va dire comme on dit ici, prendre son pied. Et sur la scène de cet événement musical caribéen, parmi tous ces chanteurs, il y a Joe-Edouard Filet qui est notre invité. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, ça va? Bien, merci, et vous? Ça va, merci. Alors, le Lux Music Festival, c'est une première édition ici qui vient s'ajouter à une liste de plus en plus longue de festivals aux Antilles françaises. Quel regard portez-vous sur la multiplication d'événements musicaux ces derniers temps? Je trouve ça bien. Je trouve que les gens en ont besoin, histoire de décompresser, histoire de vivre autre chose. Donc je les pousse à continuer à faire ça, vraiment. Vous en avez fait beaucoup, vous, surtout depuis après l'époque Covid? Franchement, j'en ai fait pas mal. Mais là, c'est une année où il y en a beaucoup, il y en a vraiment énormément. Donc c'est une année où j'en fais plus que les années précédentes. Alors, votre dernier album, Calypso, date de 2021. Il met une fois de plus en lumière votre style musical, donc un mélange de compas, de zouk, de R&B, un style très apprécié chez nous. D'ailleurs, c'est pas votre premier concert en Martinique. Comment le public vous accueille ici chez nous? La fois où je suis venu, franchement, les fois où je suis venu, c'était très, très, très chaud. Le public martiniquais, franchement, c'est un public très, très chaud. Ça fait super plaisir de venir à chaque fois. Très bien accueilli. La dernière fois, c'était? Il y a plus de 3 ans, je pense. Avant Covid? Avant le Covid, oui. Avant Covid. Et du coup, par rapport à cela, qu'est-ce qui attend le public demain? Une chose spectaculaire, je pense, qui ne viendra pas que de moi. Comme l'a cité vos collègues, ceux qui travaillent. Il y a Kalash aussi, il y a beaucoup d'artistes qui sont locaux, il y a beaucoup d'artistes qui viennent d'ailleurs, qui viennent faire des performances, je pense qu'ils vont être incroyables. Donc on sera beaucoup à faire une prestation, je pense, hors pair, et tout le monde va apprécier le moment. Ce retour en Martinique représente quoi pour vous? Énormément de choses, beaucoup de choses. Dans votre carrière? Moi, je suis antillais, en vrai, c'est-à-dire que c'est très important de donner la force aux Antillais qui me donnent la force. Je le rends comme je peux. Et venir les voir, venir chanter, venir prester, c'est leur rendre l'amour qui me porte. Alors, dans votre musique, vous parlez de thèmes du quotidien, beaucoup d'amour d'ailleurs. Vous avez envie de porter véritablement des messages à votre public, leur dire que c'est pas juste faire de la musique pour le fun? Non, je pense que la musique, c'est un partage aussi. Si aujourd'hui on a une sorte de notoriété, c'est pour pouvoir passer des messages. Aujourd'hui, j'estime que je passe un certain message qui est que venons on s'aime plutôt que se faire la guerre, tout simplement. Alors, vos concerts sont très attendus. À chaque fois, en quelques jours, les billets sont vendus. Je pense à l'Olympia, au Zénith. Vous préparez actuellement une grande date à l'Accor Hotel Arena, prévue en octobre prochain. Est-ce que là, ce week-end, à Dillon, ce sera aussi un avant-goût de ce méga concert qui est attendu? C'est même un entraînement pour moi. C'est un entraînement pour moi pour ce qui attend Bercy. Mais je vais essayer de donner en tout cas la même performance, la même énergie. Et j'espère recevoir aussi la même énergie. Au niveau de votre répertoire, beaucoup Calypso? Beaucoup Calypso, beaucoup les anciens, beaucoup de compas, beaucoup de musiques qui viennent de sortir, un peu de tout. Merci beaucoup, Joe-Edouard Filet, d'avoir accepté notre invitation sur Martinique la Première. Donc, je rappelle que vous serez en concert demain dans le cadre du Lux Festival au stade Pierre-Aliker. Merci beaucoup.
Venons-en au sport. La sélection de Martinique s'envolera demain direction Miami pour les tours préliminaires qualificatifs de la Gold Cup. Les 23 joueurs sélectionnés sont maintenant connus. Mais en attendant, le premier match face à Sainte-Lucie, les entraînements se poursuivent. C'était le cas hier soir à Petit-Bourg. Raphaël Luce et Thierry Saucan. C'était donc la dernière répétition avant le grand départ demain pour les États-Unis. Marcola et son staff ont tranché pour la liste des 23 retenus. Au poste de gardien, pas de surprise avec le même trio présent lors du dernier rassemblement. Mais la grande nouveauté est en défense avec la première cape du joueur du Nîmes Olympique, Ronny Labonne. Le coach des Matinino pourra compter sur 13 joueurs professionnels, même si on note l'absence du Niortais Samuel Renel au milieu de terrain. En attaque, Marcola enregistre les précieux retours de Kevin Fortuné et Karl Fabien, mais la grosse absence de cette liste est celle de Michael Biron. Michael Biron a un kyste au genou et donc son club ne veut pas qu'il prenne de risques et voudrait qu'il se fasse opérer rapidement pour pouvoir enchaîner avec la saison en première division puisqu'ils sont montés. Le stage de préparation en Floride permettra donc à cette sélection de Martinique de peaufiner les derniers détails. Je pense qu'on a déjà su mettre certains ingrédients en place lors des matchs du Panama à domicile et du Costa Rica. Ce serait, je vais dire, continuer à travailler sur ce qu'on a déjà fait de bien et d'essayer de gommer les choses qui n'ont pas été. Et en les améliorant, je pense que ça devrait le faire. Rendez-vous le 16 juin à 19h face aux Saint-Luciens pour nos Matininos qui devront répondre présents pour rendre fiers leurs supporters. Parlons handball maintenant. L'aventure continue pour l'USC Citron et l'Arsenal. Les vice-champions ultramarins ont rendez-vous pour les finales nationales ce samedi. À la clé, 2 titres à décrocher, National 3 pour les garçons et National 2 pour les filles. Aujourd'hui, les clubs se sont remis au travail après un jour de repos. Direction Créteil avec Christophe Arnerin. Séance tactique pour le collectif de l'USC Citron. Aidés par les vidéos, les joueurs ont pu découvrir leur futur adversaire lors de la finale de National 3 ce samedi. L'équipe de Soissons, invaincue cette saison, qui a déployé un jeu de qualité lors de ses derniers matchs. Un nouveau défi pour les Foyalais qui vont devoir se transcender. Pour avoir joué en région parisienne pendant 6 ans, je sais que faire cette performance-là, c'est que l'équipe elle est vraiment de qualité. Et ce qu'on a vu sur la vidéo, je les trouve même peut-être meilleurs que l'équipe de La Réunion qu'on a rencontrée. Donc ce sera vraiment une tâche compliquée. Du côté des filles de l'Arsenal, retour sur le terrain. Après plus de 26 tirs manqués en finale ultramarine, les joueuses ont travaillé leur shoot et leur précision devant les buts. Objectif pour elles, retrouver leur meilleur niveau afin d'être fin prêtes pour leur adversaire, Celles-sur-Belle, Mélo en Poitou. Tout au long de la saison, on a pu prouver quand même que nous étions une équipe solide tant physiquement que mentalement. Donc on ira avec cette même hargne qu'on nous connaît. On reste quand même invaincus dans le championnat de Martinique. Donc voilà, on compte clôturer ça de la plus belle des manières. Samedi matin, le handball martiniquais a rendez-vous avec l'histoire pour tenter de décrocher 2 titres nationaux et plonger définitivement dans l'oubli les échecs des finales ultramarines. Voilà un rendez-vous qui met un terme à cette édition régionale. Je vous rappelle le titre principal que nous avons développé. Dernier hommage à l'un des piliers du service public de la radio et de la télévision de Martinique. Eddie Edouard, décédé la semaine dernière à l'âge de 86 ans, a été inhumé aujourd'hui à Fort-de-France en présence de personnalités, mais aussi d'anciens collègues de l'ORTF, de FR3 Martinique et de RFO. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour votre journal national et international. À tout de suite.